Elle fut l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Glamour charismatique et inoubliable, Joan Crawford a régné sur le grand écran par sa beauté et son talent. Mais derrière la célébrité, sa vie n'était pas si idyllique. Elle connaissait des conflits familiaux, des disputes avec ses amis, et son image publique ne reflétait pas ses difficultés personnelles. Aussi, lorsqu'elle est décédée en 1977, on s'attendait à des adieux grandioses. Mais que s'est-il réellement passé? Presque personne n'est venu à ses obsèques. Ni célébrité, ni foule immense, juste un adieu discret. Comment une star aussi immense a-t-elle pu finir si seule? Rejoignez-nous pour un retour aux sources et découvrez toute son histoire. Un début de vie difficile. Joan Crawford ne s'est pas toujours appelée Joan Crawford. Elle est née Lucille Filer à San Antonio, au Texas. Ses origines familiales étaient diverses françaises, anglaises, néerlandaises et irlandaises. Mais la vie ne fut pas facile dès le départ. Son père, Thomas Lassour, quitta le foyer familial alors que Joan n'avait que 10 mois. Il partit travailler dans le bâtiment dans une autre ville. Joan, sa mère Anna, et ses frères et sœurs durent alors se débrouiller seuls. Plus tard, sa mère épousa Henry Casson, qui dirigeait un théâtre appelé le Ramsey Opera House en Oklahoma. La petite Joan, qu'on aimait appeler Billy, passait son enfance à regarder des artistes danseurs et chanteurs se produire sur scène. Elle adorait ça. Mais pendant longtemps, elle ignora que Casson n'était pas son vrai père. Son frère lui révéla plus tard la vérité. Dès son plus jeune âge, Joan rêvait de devenir danseuse. Un jour, tentant d'échapper à ses leçons de piano, elle sauta du perron et se blessa gravement au pied avec des morceaux de verre. 3 opérations furent nécessaires pour la soigner et elle ne put ni aller à l'école ni prendre de cours de danse pendant longtemps. En 1917, la vie réserva une autre épreuve à sa famille lorsque son beau-père fut accusé de vol. Bien qu'il ait été déclaré non coupable, il ne trouvait plus de travail. Ils déménagèrent donc à Kansas City, dans le Missouri. Là-bas, Joan fut inscrite dans une école catholique appelée l'Académie Sainte-Agnès. Mais lorsque sa mère et son beau-père se séparèrent, elle dut rester à l'école en tant qu'élève travailleuse. Au lieu d'aller en classe, elle passait la plupart de ses journées à faire le ménage et la cuisine pour pouvoir payer sa scolarité. Elle fréquenta ensuite une autre école, le Rockingham Academy, où elle continua à travailler tout en essayant de poursuivre ses études. C'est là qu'elle eut sa première relation amoureuse sérieuse avec un trompettiste nommé Ry Sterling. Il l'encouragea à se concentrer davantage sur ses études. En 1922, Joan tenta d'intégrer le Stevens College dans le Missouri. Elle déclara être née en 1906, bien que sa véritable année de naissance fût probablement antérieure, mais elle ne resta à l'université que quelques mois. Elle comprit qu'elle n'était pas prête. Entre les problèmes familiaux et les déménagements incessants, ses études ne furent jamais très poussées. Mais sa passion pour la scène ne s'éteignit jamais. Malgré toutes ces difficultés, Joan Crawford persévéra. Et la suite la rapprocha d'Hollywood. De danseuse de revue à star de cinéma, le parcours de Joan vers la gloire commença lorsqu'elle se lança dans des spectacles itinérants sous son nom de naissance, Lucille Lassour. Alors qu'elle se produisait à Détroit, un producteur nommé Jacob J. Schubert remarqua son talent et lui offrit un rôle dans une comédie musicale de Broadway intitulée Innocent Eyes en 1924. C'est là qu'elle rencontra un saxophoniste du nom de James Welton. Selon certaines sources, ils se marièrent même la même année, bien que Joan n'en ait jamais parlé par la suite. My Dancer à Broadway ne suffisait pas à Joan. Elle aspirait à plus. Elle chercha du travail et contacta Neil Granland, attaché de presse des théâtres Lowe's. Il l'aida à décrocher un petit emploi auprès d'un chanteur nommé Harry Richmond et lui organisa également un essai à l'écran. Cet essai parvint entre les mains de Harry Raff, un producteur hollywoodien. La veille de Noël 1924, Raff lui proposa un contrat avec Metro-Goldwyn-Mayer MGM pour $75 par semaine. Joan emprunta de l'argent pour se rendre à Hollywood et c'est là que sa carrière cinématographique débuta. Au début, ses rôles étaient très mineurs. Dans son premier film Lady of the Night, en 1925, son visage n'apparaissait même pas, car elle était la doublure de la célèbre actrice Norma Shearer. Elle obtint également de petits rôles dans The Circle, Pretty Ladies et d'autres films muets sortis la même année. Mais un problème subsistait: son nom.
Lucille Lassour ressemblait trop au mot « égout », selon Pete Smith, responsable de la publicité chez MGM. Il organisa donc un concours dans un magazine de cinéma afin de laisser le public choisir un meilleur nom pour elle. Le nom retenu fut Joan Crawford. Bien qu'elle n'aimât pas ce nom de famille, qu'elle trouvait ressemblant à Écrevisse, elle l'accepta car il lui offrait une nouvelle identité et une certaine sécurité à Hollywood. Mais Joan ne voulait pas rester dans l'ombre indéfiniment. Elle commença à se promouvoir par tous les moyens possibles. Elle fréquentait les bals d'Hollywood, en particulier ceux où les directeurs de casting risquaient de la remarquer. Elle participait à des concours de danse et éblouit le public avec le Charleston et le Black Bottom. Son plan fonctionna. En 1925, elle obtint son premier rôle notable dans un film intitulé Sally, Irene et Mary. Ce n'était que le début, mais l'ascension de Joan ne se fit pas sans concurrence. La vedette de la MGM à l'époque était Norma Shearer, qui se trouvait être l'épouse du directeur de la production des studios Irving Thalberg. Cela donna beaucoup de pouvoir à Shearer. Crawford déclara un jour avec son franc-parleur habituel « Comment rivaliser avec Norma, elle couche avec le patron ». Malgré cela, Joan continua de travailler dur. En 1926, elle fut nommée parmi les Wampus Baby Stars, une liste regroupant de jeunes actrices promises à un brillant avenir. La même année, elle brilla à Paris et devint rapidement l'égérie romantique de certains des acteurs masculins les plus populaires d'Hollywood. Pourtant, un avenir encore plus brillant l'attendait l'avènement d'une icône des années folles. La consécration pour Joan Crawford arriva en 1928 avec Our Dancing Daughters, où elle incarnait Diana Medford, une jeune femme moderne et pleine de vie. Ce rôle fit d'elle l'incarnation même de la garçonne des années folles, audacieuse, glamour et indépendante. Si d'autres stars comme Clarab ont également incarné des flappers, Joan leur a apporté une profondeur insoupçonnée. Elle incarnait non seulement la joie de vivre et la liberté, mais aussi une certaine mélancolie et une force intérieure. Même le célèbre écrivain F. Scott Fitzgerald l'a saluée comme l'exemple parfait de la femme moderne, la décrivant comme une personne que l'on pourrait croiser en train de rire dans une boîte de nuit, mais avec une pointe de tristesse dans le regard. Joan la dit elle-même le mieux. « Si vous voulez voir la fille d'à côté, allez chez elle. » Elle ne cherchait pas la facilité. Elle voulait se démarquer. Avant ce succès, Joan avait travaillé dur pour faire ses preuves. Dans The Unknown, 1927, elle a joué aux côtés de Lon Chaney Sr., apprenant auprès de l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Elle est également apparue dans Spring Fever avec son ami William Haynes. Ses premiers rôles lui ont permis d'acquérir une précieuse expérience, et dès 1928, elle partageait l'affiche avec des acteurs de renom comme Ramon Novarro et John Gilbert dans des films tels que Across to Singapore. Le public adorait ces personnages de garçons qui parlaient aux jeunes femmes, aspirant à plus de liberté et de plaisir dans leur vie. Mais le succès de Joan ne fut pas sans difficulté. Elle s'est promue sans relâche, participant à des concours de danse et travaillant plus dur que quiconque pour bâtir sa carrière. Au fil du temps, elle laisse passer de petits rôles à celui de l'une des plus grandes stars de la MGM. Pourtant, en coulisses, sa vie personnelle se compliquait déjà et l'industrie cinématographique elle-même était sur le point de connaître un bouleversement majeur. Une ascension fulgurante suivie d'une chute tout aussi brutale. La fin des années 1920 marqua la fin du cinéma muet et l'avènement du cinéma parlant. Nombre de vedettes du muet eurent du mal à s'adapter, mais Joan n'en fit pas partie. Déterminée à réussir, elle travailla sans relâche sa voix parlée s'exerçant quotidiennement avec des journaux et des livres. En 1929, elle fit une apparition dans la Hollywood Review où elle démontra ses talents de chanteuse. Peu après, elle décrocha son premier grand rôle dans un film parlant Untamed, où les critiques jugèrent de sa voix nerveuse, mais où le public l'adora. Au début des années 1930, la carrière de Joan prit son envol. Elle joua dans des films populaires comme Montana Moon et Our Blushing Brides, passant progressivement des rôles de garçon à des personnages plus sérieux. En 1931, elle partage l'affiche avec Clark Gable pour 3 grands succès, Dance Fools Dance, Laughing Sinners et Possessed.
Dès 1932, elle fait partie de la distribution prestigieuse de Grand Hôtel, qui remporte l'Oscar du meilleur film. La même année, elle tient le rôle principal dans Letty Linton, un film célèbre pour son esthétique malgré son retrait des salles pour des raisons juridiques. Malgré quelques échecs comme Rain, Joan se maintient parmi les meilleures actrices du box-office hollywoodien. Mais le changement s'annonçait. En 1937, après des années de succès, sa popularité chuta brutalement. Bien que le magazine Life l'ait surnommée la première reine du cinéma, elle glissa de la 7e à la 16e place du classement. Les exploitants de salles la qualifièrent même de « poison pour le box-office » en 1938, affirmant que ses films ne rapportaient pas suffisamment d'argent au regard de sa rémunération. Elle n'était pas la seule. De grandes stars comme Greta Garbo et Katharine Hepburn figurent également sur la liste. Joan ne renonça pas. En 1939, elle fit son grand retour dans The Women, où elle interpréta avec audace une méchante face à sa rivale, de toujours Norma Shearer. Elle s'essaya à des rôles plus sombres comme dans In Strange Cargo et A Woman's Face, révélant une nouvelle facette de son talent que la critique apprécia. Malgré ses efforts, Joan sentait que son aventure à la MGM touchait à sa fin. Après 18 ans sous scène du studio, qui avait fait d'elle une star, elle demanda à être libérée de son contrat. Le 29 juin 1943, Joan Crawford quitta la MGM tournant une page, mais prête à en ouvrir une autre, elle remporta un Oscar et se retira progressivement des projecteurs. Joan Crawford ne resta pas longtemps sans studio. En juillet 1943, elle signa un contrat de 5 cents $0 avec Warner Brothers pour 3 films. Son premier film pour ce studio fut Hollywood Canteen 1944, un long-métrage rempli de caméos de célébrités destiné à remonter le moral des troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais son plus grand succès arriva en 1945, lorsqu'elle obtint le rôle principal dans Mildred Pierce. Le réalisateur du film, Michael Curtis, souhaitait initialement confier le rôle à Barbara Stanwyck. Il fit passer une audition à Joan. Elle accepta et fit ses preuves. Le film fut un immense succès et Joan remporta l'Oscar de la meilleure actrice. Sa carrière était de nouveau au sommet. Après Mildred Pierce, elle joua dans Humoresque 1946 avec John Garfield et Possessed 1947 avec Van Heflin, rôle pour lequel elle reçut une nouvelle nomination aux Oscars. Elle est également tenue des rôles principaux dans Daisy Kenyon Flamingo Road et The Damned Don't Cry. Dans ces films, elle incarnait souvent des femmes fortes confrontées à des situations difficiles. Dès 1950, elle tournait moins, mais ses interprétations restaient marquantes. Après This Woman is Dangerous en 1952, elle quitta Warner Brothers et travailla pour d'autres studios. La même année, elle obtint sa 3e nomination aux Oscars pour le film Sudden Fear. Mais sa carrière commençait à décliner. Joan se tourna alors vers d'autres projets. En 1955, elle épousa Alfred Steele, président de Pepsi-Cola. Après le décès de ce dernier en 1959, elle lui succéda au conseil d'administration de Pepsi et y resta jusqu'en 1973, date à laquelle elle fut contrainte de prendre sa retraite. Elle continua de jouer au cinéma et à la télévision tout au long des années 1960, mais ses rôles se firent plus rares et sa notoriété commença à décliner. En 1970, elle tint le rôle principal dans le film d'horreur Trogue, son dernier film. Après cela, elle se retira définitivement du métier d'actrice. Durant ces dernières années, Joan Crawford se fit plus discrète et apparut rarement en public. Elle a passé les dernières années de sa vie seule, loin des projecteurs. Cette fin paisible a surpris nombre de personnes qui la considéraient comme l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Mais avant d'aborder ce sujet, penchons-nous sur sa vie privée. Les mariages qui ont fait les gros titres. La vie personnelle de Joan Crawford fut aussi mouvementée que ses films. Elle épousa en première noces Douglas Fairbanks Jr. le 3 juin 1929. Le mariage, célébré en secret dans une église de New York, fit sensation à Hollywood. Fairbanks Jr. était le fils de 2 des plus grandes stars du cinéma hollywoodien, Douglas Fairbanks et Mary Pickford, qui désapprouvèrent fortement cette union soudaine. Pendant 8 mois,
Ils n'ont même pas invité le couple dans leur célèbre demeure Hickfair. Peu à peu, les relations entre Crawford et Fairbanks père s'améliorèrent. Il commença à l'appeler Billy, un surnom de son enfance, et elle l'appelait Uncle Doug. Mais même alors, Crawford se sentait souvent mise à l'écart. Lorsque les hommes de Fairbanks jouaient au golf, elle était soit seule, soit coincée avec Pigford, qui ne passait que peu de temps avec elle. Après quelques années, le mariage prit fin. Crawford divorça de Fairbanks Jr. en 1933, prétextant la jalousie de ce dernier et des disputes incessantes pour des broutilles. 2 ans plus tard, en 1935, elle épousa l'acteur Frank O'Tone, plus passionné de théâtre que de cinéma. Ils aménagèrent même une petite salle de spectacle chez eux et y invitèrent des amis comme Clark Gable à assister à des représentations. Au début, Crawford aida Tone dans sa carrière, mais Tone ne souhaitait pas devenir une grande vedette de cinéma. Il voulait simplement être acteur. Leur mariage souffrit également de leur stérilité. Crawford fit 2 fausses couches et Tone se mit à boire. Malheureusement, il devint violent et ils divorcèrent en 1939. Malgré leur séparation, ils restèrent amis. Tony demanda même à Crawford de l'épouser une nouvelle fois en 1964, mais elle refusa. À la mort de Tony en 1968, Crawford veilla à ce que ses cendres soient dispersées au lac Muskoka au Canada. En 1942, Crawford épousa Philip Terry 6 semaines seulement après leur rencontre. Mais leur union ne dura pas non plus. Ils se séparèrent en 1945 et divorcèrent en 1946, invoquant une fois de plus la cruauté. Son dernier mariage fut avec Alfred Steele, président de Pepsi-Cola, en 1955. Ils se marièrent à Las Vegas. Contrairement à ses précédents mariages, celui-ci dura jusqu'à la mort de Steele en 1959. Il devint le beau-père de ses enfants. Et pour la première fois, Crawford sembla avoir trouvé une certaine paix intérieure. Mais même avec Steele, sa vie était loin d'être tranquille. Alors, comment était Joan Crawford en tant que mère? Eh bien, ses enfants ont des histoires bien différentes à raconter. Des souvenirs douloureux. Joan Crawford a adopté son premier enfant, Christina, en 1940. Célibataire, elle a dû adopter hors de Californie. Elle a trouvé Christina par le biais d'une agence à Las Vegas. La mère de Christina était une jeune femme célibataire. Au début, Crawford appela le bébé Joan, puis changea son nom en Christina. Plus tard mariée à Philip Terry, elle adopta un garçon, Marcus Gary Kohlberg, né à cette époque, mais qu'ils prénommèrent Christopher. Malheureusement, son adoption fut semée d'embûches. Sa mère biologique, Rebecca, tenta de faire chanter Crawford après avoir appris que son fils avait été adopté par une célébrité. Crawford a rendu l'enfant, mais après que le garçon a subi de terribles sévices de la part de sa famille biologique, Rebecca l'a de nouveau fait adopter. Crawford n'a jamais oublié cette perte, et ce sujet est resté douloureux toute sa vie. Après ce chagrin, Crawford et Terry ont adopté un autre garçon qu'ils ont prénommé Philip Terry Jr. Lorsqu'elle a divorcé de Terry, elle a rebaptisé le garçon Christopher Crawford. Ce Christopher-là aussi a causé des problèmes. Il a fugué à plusieurs reprises et a été renvoyé de plusieurs écoles. Plus tard, il a intégré une académie militaire. À seulement 18 ans, il s'est marié et a rapidement eu une fille. Un jour, il a emmené son nouveau-né rencontrer Crawford. Elle a brièvement tenu le bébé dans ses bras et a dit « Je ne suis la grand-mère de personne. Je suis tante Joanne Casso. » Puis elle rendit le bébé. Autre moment déchirant, la deuxième fille de Christopher naquit avec de graves problèmes de santé. Il appela Crawford à l'aide. Elle répondit froidement « Ce n'est pas ma petite fille, vous avez été adoptée. » Ce fut la dernière fois qu'il lui parla. En 1947, Crawford adopta des jumelles prénommées Kathy et Cynthia. Leur mère mourut peu après leur naissance, et Crawford les éleva seule. Kathy se souvenait d'elle comme d'une femme chaleureuse et sage. Plus tard, elle se maria et eut des enfants. Cynthia s'est également mariée et a eu des enfants, mais elle est décédée en 2007. Kathy a vécu jusqu'en 2020, mais tous les enfants n'ont pas gardé un bon souvenir de Crawford. Christina a par la suite écrit un livre intitulé « Mommy Dearest », Maman très chère, dans lequel elle décrit Crawford comme une personne abusive.
Elle raconta que Crawford s'était un jour approché très près de son visage, le regard furieux et qu'elle avait craint pour sa vie. Mais Kathy n'était pas d'accord et affirmait que leur mère était la meilleure qu'on puisse avoir. Christina pensait que Kathy avait vécu une expérience différente car elle était plus jeune et plus facile à élever. Christina déclara « Ma mère voulait des fans et des chiots, pas des êtres humains. » Christopher a également déclaré que Crawford ne s'était jamais soucié de lui. De toute évidence, sa vie privée était bien plus sombre qu'elle n'y paraissait sur le tapis rouge. Mais les combats de Joan Crawford ne s'arrêtaient pas à son foyer. Elle avait aussi une ennemie acharnée à Hollywood, même une rivalité qui a secoué le cinéma. La rivalité entre Joan Crawford et l'actrice Bette Davis est l'une des plus célèbres de l'histoire d'Hollywood. Tout a commencé dans les années 1930, alors que la carrière de Davis était en plein essor et que le divorce de Crawford faisait la une des journaux. Cela a nui au film de Davis X Lady, qui fut un échec commercial. Dès lors, les deux femmes se sont disputées tout rôle, récompense et célébrité. Plus tard, Crawford a épousé un acteur avec lequel Davis avait travaillé à l'écran, ce qui n'a fait qu'attiser les tensions. La rivalité atteignit son apogée en 1962. Les deux actrices jouèrent dans le film d'horreur. Qu'est-il arrivé à Baby Jane Davis fut nommée aux Oscars contrairement à Crawford. Cette dernière afficha publiquement son soutien, déclarant « J'ai toujours su que Bette serait choisie et j'espère de tout cœur qu'elle gagnera. » Mais Davis n'en crut pas un mot. Elle a déclaré par la suite que Crawford avait secrètement œuvré en coulisses pour nuire à ses chances. Selon Davis, Crawford aurait même appelé les autres nommés et proposé d'accepter le prix à leur place s'ils ne pouvaient pas assister à la cérémonie. Le soir des Oscars, lorsqu'Anne Bancroft a remporté le prix mais n'a pu être présente, Crawford est montée sur scène et l'a accepté pour elle. Davis se souvint plus tard comment Crawford était passé devant elle, le visage empreint de triomphe. Le sourire de Crawford semblait dire « Tu n'as pas gagné et j'en suis ravi. » Les deux femmes ne se réconcilièrent jamais. Davis plaida un jour en disant qu'elle n'assisterait aux funérailles de Crawford que si elle pouvait s'assurer que le cercueil soit bien cloué. Mais les querelles ne s'arrêtèrent pas là. Les propres enfants de Crawford avaient aussi de nombreuses raisons de se disputer avec elle. Certaines de ces disputes durèrent jusqu'à la fin. La querelle entre Joan Crawford et Bette Davis était d'ordre personnel. Dave avait déclaré qu'elle ne voulait pas que Crawford couche avec leur réalisateur car elle craignait qu'il ne lui accorde davantage de gros plans. Les tensions entre elles rendirent le tournage de « Qu'est-il arrivé à Baby Jane » encore plus difficile. En coulisses, elles se disputaient les loges, le temps d'écran et tout le reste. Leur querelle dura des décennies. Même lorsque la carrière de Davis était à son apogée et celle de Crawford déclinait, elles trouvaient encore des raisons de se battre. Toutes deux étaient des femmes influentes à une époque où Hollywood n'appréciait guère les actrices au caractère bien trempé. Aucune des deux ne voulait renoncer à la lumière des projecteurs. Quand l'une triomphait, l'autre subissait l'amertume de la défaite. Mais le temps finit par mettre un terme à leur rivalité. Crawford mourut en 1977 et Davis quelques années plus tard. Seule la mort put mettre fin à leur compétition. Les dernières années de Joan Crawford. En 1970, Joan Crawford se tenait fièrement sur scène lorsque John Wayne lui remit le célèbre prix Cecil B. Deal. C'était lors des Golden Globes qui se déroulaient au Coconut Grove à Los Angeles. Ce fut un moment particulier témoignant du respect que lui portait Hollywood, même à un âge avancé. La même année, elle visita le Stevens College dans le Missouri où elle avait brièvement étudié en 1922. L'assistance l'écoutait attentivement raconter des anecdotes de sa vie. Mais ci ne fut pas la seule fois où Crawford se confia. En 1962, elle publia sa première autobiographie intitulée A Portrait of Joan, où elle racontait son histoire. Plus tard, en 1971, elle publia un autre livre, My Way of Life, dans lequel elle partageait ses réflexions sur la vie, le travail et la survie à Hollywood. Mais bientôt ses apparitions publiques se firent plus rares. La dernière grande apparition publique de Joan Crawford eut lieu le 8 avril 1973.
Elle était l'invitée d'honneur d'un événement à New York intitulé Femme légendaire. La salle de 500 Places était comble et le public visionnait des extraits de ses films les plus célèbres. Lorsqu'elle monta enfin sur scène, le public l'acclama avec enthousiasme. Elle répondit aux questions du public et quitta la scène comme une véritable star. Mais même à l'extérieur, des fans encerclèrent sa voiture, refusant de la laisser partir immédiatement. Ils ne voulaient pas que ce moment prenne fin. Après cela, Crawford se retira peu à peu des projecteurs. Elle emménagea dans un appartement plus petit en 1973, toujours dans le même immeuble new-yorkais, mais sa vie était bien plus paisible. En septembre 1974, elle fit une dernière apparition publique lors d'une soirée de lancement de livres au Rainbow Room. Malheureusement, les journaux publièrent des photos peu flatteuses d'elle prises ce soir-là. Ce fut la dernière fois que le public vit Joan Crawford. Les adieux déchirants de Joan Crawford. L'histoire de Joan Crawford prit fin le 10 mai 1977. Elle décéda d'une crise cardiaque dans son appartement new-yorkais. Elle avait 69 ans quelques jours seulement avant son décès le 6 mai. Elle a dû se séparer de sa chienne adorée Princess Lotus Blossom Carr. Elle se sentait trop faible pour s'en occuper. Ce fut un moment de calme et de solitude qui témoigna de sa grande fragilité. Ses obsèques ont eu lieu le 13 mai au Funérarium Campbell à Manhattan. Crawford a légué la majeure partie de sa fortune de 2 millions de dollars à des œuvres caritatives et à quelques amis proches. Elle a fait des dons à des causes telles que la Société américaine du cancer, l'Association de lutte contre la dystrophie musculaire et la Maison du cinéma et de la télévision. Elle a également légué 77 500 $ à chacune de ses plus jeunes filles Cindy et Kathy, ainsi que des sommes moins importantes à sa secrétaire Betty Barker, et à quelques autres personnes. Mais la plus grande surprise fut la suivante, elle n'a rien légué à Christina et Christopher. Dans son testament, elle stipulait clairement « Je n'ai aucune intention de prévoir quoi que ce soit pour mon fils Christopher ni pour ma fille Christina, pour des raisons qui leur sont bien connues. » Christina et Christopher ont contesté le testament devant les tribunaux et ont finalement obtenu chacun 55 000 $ à titre de dédommagement. Le 19 mai, les gros titres annonçaient le coup de grâce. Christina et Christopher étaient déshérités. Le monde entier était sous le choc, se demandant comment une femme qui avait tant donné à Hollywood pouvait plonger sa famille dans un tel désarroi. Mais pour ceux qui la connaissaient le mieux, Joan Crawford avait toujours été une femme de caractère à l'écran, comme dans la vie. Au final, même ses adieux se sont faits selon ses propres conditions dans le calme en privé et empreints à la fois de tristesse et de mystère.